En l'an 1066, deux mondes se dressaient en un contraste architectural saisissant à travers l'Europe médiévale. Dans les territoires normands et les royaumes du continent européen, des tours de pierre s'élevaient vers les cieux, projetant leurs longues ombres sur les populations assujetties. Les châteaux forts parsemaient le paysage tels des sentinelles permanentes, leurs murs épais et leurs donjons fortifiés, symbolisant un pouvoir féodal profondément enraciné dans la terre. Pourtant, en voyageant vers le nord, vers les côtes et les fjords de Scandinavie, le décor se transformait complètement. Là, des forteresses circulaires de terre et de bois marquaient le paysage. Des maisons longues de chêne et de pin se regroupaient près des ports où attendaient des navires à proue de dragon. Et pas un seul donjon de pierre ne s'élevait au-dessus des forêts. Les Vikings, ces guerriers légendaires qui avaient terrorisé l'Europe pendant près de 3 siècles, n'avaient construit aucun château. Cette absence n'était ni accidentelle, ni un signe de retard technologique. Derrière cette différence frappante se cachait une manière radicalement différente d'organiser la société, de faire la guerre, d'accumuler des richesses et de concevoir le pouvoir lui-même. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les Vikings, bien qu'étant des maîtres charpentiers de marine et des ingénieurs sophistiqués, n'ont jamais construit de château comme leurs contemporains européens. Nous révélerons la société décentralisée de chefs de clan qui rendait les fortifications permanentes inutiles, la stratégie de guerre basée sur la mobilité qui contredisait tout ce que les châteaux représentaient, et l'économie fondée sur l'argent métal qui valorisait la richesse portable plutôt que le pouvoir terrien. Vous apprendrez en quoi les forteresses circulaires vikings différaient fondamentalement des châteaux féodaux, pourquoi l'absence de féodalité signifiait l'absence de corvée pour construire de massives structures en pierre, et comment la christianisation de la Scandinavie a finalement amené l'architecture de pierre dans le nord. En chemin, nous remettrons en question l'idée reçue selon laquelle la construction de châteaux était synonyme de civilisation. Nous explorerons ce que les choix des Vikings révèlent de leur génie stratégique, et nous assisterons à la transformation spectaculaire qui s'est produite lorsque l'âge des Vikings a pris fin et que la Scandinavie s'est intégrée à la chrétienté médiévale. L'histoire expliquant pourquoi les Vikings ont refusé de construire des châteaux est finalement l'histoire de la façon dont des sociétés profondément différentes peuvent accéder au pouvoir par des moyens entièrement différents, et de ce qui se passe lorsque ces sociétés s'affrontent et se transforment. Pour comprendre pourquoi les Vikings n'ont jamais construit de château, nous devons d'abord saisir à quel point leur société différait fondamentalement des royaumes féodaux de l'Europe médiévale. Sur les terres que nous appelons aujourd'hui le Danemark, la Norvège et la Suède, le pouvoir politique à l'âge des Vikings ne reposait pas entre les mains de rois centralisés dotés de bureaucratie hiérarchique, mais sur une mosaïque disparate de chefs et de seigneurs de guerre. Chaque chef régnait sur des groupes de personnes relativement restreints, commandant des domaines qui pouvaient englober quelques villages, des portions de littoral ou des vallées intérieures. Cette structure décentralisée était fondamentalement différente d'un État au sens européen du terme. Plusieurs, voire de nombreux chefs coexistaient à travers la Scandinavie, chacun avec ses propres guerriers, partisans et ambitions, et chacun en compétition constante avec ses voisins pour le pouvoir, le prestige et les ressources. Comment un chef viking maintenait-il son autorité dans un environnement aussi fluide ? Le pouvoir découlait de la réputation, du succès militaire et de la capacité à attirer et à retenir des guerriers loyaux. Un chef avait besoin d'une troupe de combattants dévoués, car dans la société viking, l'équation était simple. Plus de guerriers signifiait plus de pouvoir, ce qui permettait des raids plus fructueux, ce qui à son tour attirait plus de guerriers. Pour entretenir ce cycle, les chefs devaient continuellement faire leurs preuves en tant que leaders dignes d'être suivis. Ils gagnaient des partisans par leurs prouesses démontrées au combat, leur générosité dans la distribution du butin
et la promesse de gloire et de richesses futures. Ils offraient une protection à ceux qui leur juraient allégeance, percevaient des tributs auprès des communautés subordonnées, et se mettaient en valeur par de grandes démonstrations et des dons. Contrairement aux seigneurs féodaux dont le pouvoir dérivait de concessions de terres héréditaires et d'obligations légales imposées par un contrôle territorial basé sur les châteaux, les chefs vikings régnaient à travers un système plus personnel, fondé sur le mérite. L'allégeance pouvait changer. Les guerriers pouvaient choisir de nouveaux chefs, et le pouvoir était toujours provisoire, devant toujours être regagné. Cette structure sociale avait de profondes implications pour l'architecture et la défense, car à quoi bon une forteresse de pierre permanente quand le pouvoir lui-même était si mobile et dépendant du charisme personnel et du succès martial? La hiérarchie sociale viking reflétait cette réalité dans sa structure à 3 niveaux. Au sommet se trouvaient les jarls, ou comtes, les chefs et seigneurs de guerre qui accumulaient des richesses par le combat, les raids et le commerce. En dessous d'eux se trouvaient les carls, les hommes libres qui constituaient la majorité de la société viking et qui étaient pour la plupart des fermiers exploitant leurs propres terres. Au bas de l'échelle se trouvaient les thralls, des esclaves sans droit ni liberté juridique. Fait crucial, les carls étaient libres d'une manière que les paysans de l'Europe médiévale n'étaient pas. Ils pouvaient participer au thing, les assemblées juridiques tenues dans toute la Scandinavie, où les hommes libres se réunissaient pour régler les différends, légiférer et contrôler le pouvoir des chefs et des rois émergents. Le thing représentait un pouvoir fondé sur la loi plutôt que sur la seule force, et il constituait un frein à l'autorité arbitraire. Tous les hommes libres pouvaient y assister, prendre la parole et rendre leur jugement, se tenant aux côtés des chefs en tant que participants à un processus juridique communautaire. C'était un monde à des lieux de l'Europe féodale, où les paysans étaient liés à la terre, devaient un service de travail à leur seigneur et n'avaient aucune voix au chapitre de la gouvernance. L'absence de féodalité dans la société viking signifiait l'absence de tout l'appareil social qui rendait la construction de châteaux à la fois nécessaire et possible en Europe médiévale. Au fur et à mesure que l'âge des Vikings progressait, des royaumes centralisés ont progressivement émergé en Scandinavie, bien que le calendrier ait varié de façon spectaculaire selon les régions. Le Danemark a établi des rois le plus tôt, dès le 8e siècle, tandis que les rois norvégiens ont consolidé leur pouvoir au Xe siècle, et que la Suède est restée remarquablement décentralisée tout au long du Moyen Âge, ne formant pas complètement un royaume centralisé avant le milieu du XIIIe siècle. L'âge des Vikings lui-même a marqué une longue transition des chefferies vers les royaumes et les États naissants. Une figure centrale de cette transformation fut Harald à la dent bleue, qui unifia le Danemark vers 965 de notre ère et proclama son exploit sur les grandes pierres de Jelling. Pourtant, même avec l'émergence des royaumes, la nature fondamentale de la société scandinave a conservé une grande partie de son caractère antérieur tout au long des Xe et XIe siècles. Le système social, qui avait existé pendant des siècles, ne s'est pas transformé du jour au lendemain, et les choix architecturaux de l'âge des Vikings reflétaient cette réalité sociale persistante. Le paysage physique de la Scandinavie a renforcé ces schémas et façonné les traditions de construction de manières qui se sont avérées cruciales. La péninsule scandinave présentait une géographie différente des plaines vallonnées de la France ou de la campagne plus douce de l'Angleterre anglo-saxonne. Des montagnes s'élevaient le long de l'épine dorsale de la Norvège, leurs sommets enneigés même en été. De profonds fjords s'enfonçaient dans le littoral, tels des estafilades, d'étroites anses d'eau de mer pénétrant loin à l'intérieur des terres, offrant un accès aux vallées intérieures, mais créant aussi un paysage fragmenté de communautés isolées. De vastes forêts recouvraient la quasi-totalité du territoire, d'épaisses étendues de chênes,
de pins et d'épicéas s'étirant sur des centaines de kilomètres. L'est de la Suède présentait un terrain plat et fortement boisé, parsemé de milliers de lacs, tandis que l'intérieur de la Norvège combinait des montagnes imposantes avec des forêts apparemment sans fin. Ces forêts n'étaient pas des obstacles, mais des ressources, car la richesse en bois de la Scandinavie était légendaire. Les fjords fournissaient des réseaux de transport naturels, permettant de faire flotter les grumes depuis les torrents de montagnes des forêts intérieures jusqu'aux chantiers navals et aux villages côtiers. Le bois était partout, abondant et accessible, et les Vikings sont devenus des maîtres dans son travail. Cette abondance géographique de bois a fait de ce matériau le choix naturel et évident pour la construction viking. Pourquoi extraire et transporter de la pierre quand le chêne et le pin entouraient chaque campement? Les forêts qui couvraient le paysage n'étaient pas seulement des sources de matériaux de construction, mais des caractéristiques déterminantes du monde viking. La Norvège deviendrait plus tard un fournisseur majeur de bois pour le reste de l'Europe, exportant du bois pour les navires, les meubles et la construction à travers le continent. À l'âge des Vikings même, cette richesse en bois signifiait que chaque constructeur, chaque artisan, chaque charpentier de marine grandissait en travaillant le bois. Le matériau était tissé dans la trame de la vie quotidienne et de l'identité culturelle. Quand les Vikings construisaient, ils pensaient en termes de bois, pas de pierre. Ce n'était pas une contrainte, mais une spécialisation, une concentration de l'artisanat et du savoir-faire sur les matériaux les plus abondants et les mieux adaptés à leurs besoins. Le terrain accidenté et le paysage forestier créaient des exigences défensives très différentes de celles des plaines européennes, où les châteaux de pierre pouvaient dominer la campagne ouverte. En Scandinavie, la défense signifiait contrôler les ports, les fjords et les approches côtières, les portes maritimes qui comptaient dans une culture de navigateurs. Bientôt, nous verrons comment cette réalité géographique a renforcé l'accent mis par les Vikings sur la construction mobile à base de bois plutôt que sur les fortifications permanentes en pierre. Les Vikings n'étaient pas des constructeurs primitifs, manquant de la sophistication nécessaire pour ériger des structures impressionnantes. Ils étaient, en fait, des maîtres artisans dont les compétences en menuiserie rivalisaient ou dépassaient celles de n'importe quelle culture contemporaine. Ce qu'ils construisaient, cependant, reflétait leurs priorités et leur mode de vie. L'habitation viking par excellence était la maison longue, une structure qui démontrait une sophistication architecturale considérable, tout en restant profondément ancrée dans les traditions de construction en bois. Ces maisons longues présentaient des charpentes en bois construites sur de gros poteaux plantés directement dans le sol, avec des murs faits de planches, de rondins ou de torchis, des branches tressées remplies d'argile ou de boue. Les Vikings prisèrent le chêne pour sa solidité et sa durabilité, bien que le pin et l'épicéa aient également été largement utilisés en fonction de la disponibilité régionale. Les constructeurs employaient des assemblages à tenons et mortaises, découpant avec soin des trous et des saillies correspondant dans les pièces de bois qui s'emboîtaient avec précision, créant des connexions à la fois solides et stables. Les toits des maisons longues posaient des défis d'ingénierie particuliers, devant évacuer la pluie et la neige tout en offrant une isolation contre les hivers scandinaves. Les Vikings ont résolu ce problème grâce à des toits à forte pente, recouverts de chaume, de tourbe ou de bardeaux de bois. La toiture en tourbe est devenue particulièrement courante, avec des couches d'herbe et de terre posées sur une charpente en bois, créant une excellente isolation qui gardait les intérieurs au chaud pendant les longs et sombres hivers. Dans les régions où le bois était plus rare, en particulier en Islande où les forêts ne se sont jamais développées, les Vikings ont adapté leur technique pour incorporer plus de pierres et de tourbes. Les maisons longues islandaises présentaient généralement des fondations en pierre plate supportant des charpentes en bois, avec des murs montés à partir de blocs de tourbe, parfois disposés en motifs décoratifs en chevrons.
Ces adaptations démontraient la flexibilité des traditions de construction viking et leur approche pratique de la construction, utilisant les matériaux que le paysage fournissait le plus abondamment. Le niveau de compétence requis pour la charpenterie viking était extraordinaire. C'étaient de véritables maîtres en la matière, des artisans qui passaient des années à perfectionner des techniques transmises de génération en génération. Le savoir se transmettait de père en fils, de maître à apprenti, dans une chaîne ininterrompue de traditions du travail du bois qui affinait et améliorait continuellement les méthodes. Chaque assemblage devait être coupé avec précision, chaque pièce de bois soigneusement sélectionnée pour son grain et ses propriétés, chaque mesure calculée pour assurer l'intégrité structurelle. Les reconstructions modernes de bâtiments vikings ont révélé à quel point ce travail était exact, avec des joints atteignant des tolérances qui satisferaient les normes actuelles. Les artisans qui construisaient les maisons longues formaient l'épine dorsale de la société nordique, des figures respectées dont les compétences étaient essentielles à la survie de la communauté. Ils sculptaient des décorations élaborées sur les montants de portes et les pignons, façonnaient des meubles et des ustensiles ménagers et créaient des objets du quotidien qui alliaient fonctionnalité et beauté artistique. De la plus simple cuillère à la proue de drakkar la plus ornée, le travail du bois viking témoignait à la fois d'une maîtrise technique et d'une sensibilité esthétique. Pourtant, si nous cherchons le véritable sommet de l'ingénierie viking, nous devons nous détourner de la maison longue pour nous tourner vers le drakkar. Ces navires étaient des chefs-d'œuvre de conception et de construction, des réalisations qui exigeaient des compétences d'ingénierie remarquables et une profonde compréhension de la mer. Un drakkar viking incarnait la sophistication dans chaque planche et chaque joint, conçu pour la vitesse, la durabilité et la polyvalence dans diverses conditions maritimes. La technique de construction emblématique était la construction à clin, dans laquelle des planches se chevauchant étaient rivetées ensemble avec des clous en fer et scellées avec des poils d'animaux mélangés à du goudron. Cette méthode créait des coques à la fois solides et flexibles, capables de fléchir avec l'action des vagues plutôt que d'y résister rigidement, rendant les navires remarquablement aptes à la navigation même dans les eaux agitées du nord. Le faible tirant d'eau, généralement d'environ 1 mètre seulement, permettait aux drakkars de naviguer dans des eaux remarquablement peu profondes, d'accoster directement sur des plages de sable sans avoir besoin de ports ou de quais, et de remonter loin dans des rivières que des navires à coque plus profondes ne pourraient jamais emprunter. Les outils que les Vikings utilisaient dans la construction navale étaient d'une simplicité trompeuse. Haches, ciseaux, herminettes et scie. Avec ces instruments, les maîtres charpentiers de marine pouvaient abattre d'énormes chaînes, les façonner en planches avec précision et sculpter des assemblages complexes qui maintenaient les navires ensemble à travers les tempêtes de l'Atlantique et les rapides des rivières. Le processus commençait par une sélection minutieuse du bois, en choisissant des chênes avec le grain et les caractéristiques appropriées pour chaque partie du navire. Les haches servaient à abattre les arbres et à dégrossir, tandis que les ciseaux et les herminettes permettaient une sculpture et un lissage détaillé. L'assemblage systématique d'un drakkar, des joints à tenons et mortaises, assurant la stabilité, sans compromettre la flexibilité créée par la construction à clin, représentait une précision mathématique et une grande compréhension de l'ingénierie. Le chêne était essentiel pour ces navires, prisé pour sa combinaison de solidité, de maniabilité et de disponibilité dans les forêts scandinaves. Un seul grand drakkar pouvait nécessiter des dizaines de chênes matures, et les forêts du Danemark, de la Norvège et de la Suède en fournissaient en abondance. La conception du drakkar reflétait des priorités stratégiques fondamentalement différentes de celles qui guidaient la construction de châteaux dans l'Europe féodale. Ces navires pouvaient accueillir 50 à 60 marins à la rame, plus des guerriers et des provisions,
et ils combinaient la capacité de naviguer à la voile avec la puissance de la rame pour atteindre des vitesses et une manœuvrabilité qu'aucun navire européen contemporain ne pouvait égaler. Ils pouvaient traverser l'océan jusqu'en Islande, au Groenland et en Amérique du Nord, mais aussi remonter des fleuves au cœur de la Grande-Bretagne et du continent. Cette polyvalence en faisait des instruments parfaits pour l'expansion viking, que ce soit pour les raids, le commerce ou la colonisation. La priorité culturelle était claire. Les Vikings investissaient leurs plus hautes compétences d'ingénierie non pas dans des fortifications statiques, mais dans des navires de guerre mobiles. Ce choix n'était ni accidentel, ni irréfléchi. Il reflétait une vision stratégique cohérente de la projection de puissance par la mobilité plutôt que par le contrôle territorial via la fortification. Ce qui comptait, c'étaient les navires, pas les murs. Ensuite, nous explorerons ce que les Vikings construisaient réellement lorsqu'ils avaient besoin de structures défensives, et comment ces fortifications différaient profondément des châteaux qui s'élevaient à travers l'Europe. Les Vikings n'étaient pas entièrement dépourvus de fortifications. Les preuves archéologiques révèlent qu'ils construisaient des ouvrages défensifs lorsque les circonstances l'exigeaient, mais ces structures différaient fondamentalement des châteaux de pierre qui définissaient la guerre médiévale européenne. Les exemples les plus impressionnants de l'architecture militaire viking étaient les grandes forteresses circulaires, construites sous le règne de Harald à la Dane bleue à la fin du Xe siècle. Vers 970 à 980 de notre ère, alors que le Danemark se consolidait sous une autorité royale centrale, 5 remarquables forteresses circulaires s'élevèrent à des emplacements stratégiques: Agersborg, Firkat, Nonnebakken, Trelleborg et la récemment découverte Borgring. Il ne s'agissait pas de constructions hasardeuses érigées à la hâte, mais de structures conçues avec une grande précision qui démontraient une planification sophistiquée et une compréhension de la géométrie. Chaque forteresse suivait le même plan saisissant, une forme strictement circulaire, avec des routes et des portes positionnées aux 4 points cardinaux, créant un agencement parfaitement symétrique. La précision de ces forteresses circulaires était extraordinaire. Elles comportaient des remparts circulaires fortifiés, formant la limite extérieure, 4 portes perçant les murs au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et des agencements internes organisés autour de rues axiales qui traversaient les portes et se croisaient au centre de la forteresse. Une rue circulaire longeait l'intérieur des remparts, et des maisons longues étaient disposées selon des motifs géométriquement précis à l'intérieur de l'espace clos. Les fouilles archéologiques ont révélé que la conception n'était pas seulement circulaire, mais systématiquement adaptable en taille, suggérant l'utilisation de plans standardisés qui pouvaient être adaptés à différentes dimensions. La dendrochronologie, la science de la datation du bois par l'analyse des cernes des arbres, a fourni des dates remarquablement spécifiques pour ces structures. À Trelleborg, l'analyse des poutres a montré que le bois avait été abattu à l'automne de l'an 9 180 de notre ère, et que la forteresse avait été construite au printemps de l'an 9 181 de notre ère. Cette datation d'une extrême précision révèle la rapidité avec laquelle les Vikings pouvaient mobiliser des ressources et achever des projets de construction à grande échelle lorsqu'une autorité centralisée l'ordonnait. Le positionnement stratégique des forteresses circulaires reflétait une planification militaire minutieuse. Elles étaient situées près d'importantes routes terrestres et maritimes, positionnées pour contrôler les mouvements et projeter le pouvoir royal sur les territoires danois. Il ne s'agissait pas de refuges isolés au sommet de collines, mais de bases d'opérations avancées, intégrées à des réseaux de communication et de contrôle. Les forteresses témoignaient de la puissance militaire de la dynastie de Jelling, la lignée royale de Harald à la dent bleue, démontrant la capacité d'un État centralisé émergeant à coordonner d'importants projets de construction. En 2023, l'UNESCO a reconnu ces structures comme sites du patrimoine mondial,
saluant leur importance en tant que preuve de l'ingénierie sophistiquée des Vikings et des transformations politiques de la fin de l'âge des Vikings. La précision géométrique, l'uniformité de la conception et la construction synchronisée sur plusieurs sites témoignaient toutes d'une planification et de ressources centralisées qui contrastaient avec le système antérieur de chefs décentralisés. Pourtant, malgré toute leur sophistication, les forteresses circulaires n'étaient pas des châteaux au sens européen du terme, et la compréhension de ces différences en dit long sur la société et la stratégie vikings. Les principaux éléments défensifs étaient des remparts de terre et non des murs de pierre. Ces remparts étaient constitués de couches de tourbe et de terre, soigneusement construites pour créer des barrières substantielles qui pouvaient être érigées beaucoup plus rapidement que des fortifications en pierre. Surmontés de palissades en bois, des poutres verticales formant une barrière semblable à une clôture, les remparts offraient une défense efficace contre les armes et les tactiques de l'époque. Les preuves archéologiques à travers la Scandinavie montrent divers types d'ouvrages défensifs vikings. Des forts circulaires, des forts de collines, et même des maisons longues adaptées et fortifiées pour la défense. À mesure que la construction viking évoluait, elle intégrait des terrassements, des charpentes en bois et parfois des éléments en pierre, mais elle restait fondamentalement différente de l'architecture des châteaux de pierre qui se répandaient à travers l'Europe. La rapidité de construction était cruciale. Les Vikings pouvaient ériger des remparts de terre et des palissades en bois rapidement, fortifiant une position après un combat ou répondant à des menaces émergentes avec une rapidité que la construction en pierre ne pouvait tout simplement pas égaler. Une source historique a noté qu'il était impossible de construire des structures en pierre lorsque la vitesse était essentielle pour les besoins défensifs des Vikings. Les forteresses circulaires, malgré leur précision géométrique et leur échelle impressionnante, n'étaient pas conçues comme des résidences héréditaires permanentes pour des nobles féodaux. Elles servaient à des fins de rassemblement militaire, abritant probablement des garnisons royales et fournissant des bases pour la projection du pouvoir royal pendant l'unification du Danemark par Harald à la Dent Bleue. Elles n'étaient pas les centres de domaines seigneuriaux où les seigneurs percevaient des loyers et des services de travail de paysans asservis. La fonction sociale fondamentale était différente. De plus, ces forteresses avaient une durée de vie limitée en termes historiques. Elles ont été construites en une seule vague concentrée à un moment politique spécifique, la centralisation du Danemark sous l'autorité royale, et n'ont pas engendré des milliers d'imitations au fil des générations, comme l'ont fait les châteaux en Angleterre normande et dans toute l'Europe féodale. Les forteresses circulaires reflétaient la structure du pouvoir d'un moment de transition où les chefferies scandinaves devenaient des royaumes, mais elles ne représentaient pas une adoption en bloc du modèle de château féodal. Les preuves archéologiques suggèrent qu'elles ont pu servir à des fins saisonnières ou temporaires, plutôt que de fonctionner comme des places fortes occupées en permanence. Elles étaient fondamentalement différentes des structures défensives ultérieures précisément parce qu'elles émergeaient et servaient un type de société différent. Cela nous amène à la question cruciale. Quelle était la manière de faire la guerre des Vikings qui rendait les stratégies mobiles plus précieuses que les fortifications statiques? Les capacités militaires qui ont rendu les Vikings légendaires à travers l'Europe médiévale étaient ancrées dans la mobilité, la surprise et la supériorité maritime. Au cœur de cette approche stratégique se trouvait le drakkar, et la compréhension de ses implications tactiques explique en grande partie pourquoi les Vikings n'avaient aucune utilité pour les châteaux. Le faible tirant d'eau d'un drakkar viking, d'environ 1 mètre, lui permettait d'opérer dans des profondeurs d'eau qui échoueraient tout autre navire de haute mer de taille comparable. Cela signifiait que les drakkars pouvaient accoster directement sur des plages de sable, éliminant le besoin de port ou d'installation d'amarrage, et pouvaient remonter loin dans des fleuves que les défenseurs européens supposaient infranchissables pour des pillards. Les Vikings ont exploité cette capacité sans pitié.
Ils ont navigué avec leurs navires dragons sur le Rhin, la Vézère et l'Elbe jusqu'au cœur des territoires germaniques, sur la Seine au plus profond de la France, sur la Loire pour attaquer des colonies intérieures, et sur la Tamise pour frapper à plusieurs reprises des villes et des monastères anglais. Il ne s'agissait pas de simples raids côtiers, mais de profondes incursions à l'intérieur des terres, semant la terreur à des centaines de kilomètres de la mer. L'avantage de la vitesse était décisif. Un drakkar, à la voile comme à la rame, pouvait se déplacer plus vite que des troupes à cheval ne pouvaient réagir sur terre, surtout sur les terrains difficiles et les mauvaises routes de l'Europe du Haut Moyen Âge. Les Vikings pouvaient remonter un système fluvial, frapper une cible à l'aube, charger leurs navires de butin et être à des kilomètres de là avant qu'une résistance organisée ne puisse arriver. Cette approche de type « frappe et fuit » a défini la stratégie de raid viking pendant des siècles. De petites bandes de navires pouvaient voyager en grande partie sans être détectés le long des côtes ou en remontant les fleuves, apparaissant soudainement dans des villages et des monastères, submergeant des défenseurs surpris par la vitesse et la férocité, s'emparant de trésors et de captifs, et repartant avant que des renforts ne puissent intervenir. L'effet de surprise était soigneusement cultivé par des raids à l'aube sur des cibles non méfiantes, attaquant lorsque les défenseurs étaient le moins préparés et les plus vulnérables. La mobilité maritime offrait non seulement des avantages tactiques lors de raids individuels, mais aussi des avantages stratégiques sur des campagnes entières. Les Vikings pouvaient frapper n'importe où le long de milliers de kilomètres de côtes et de réseaux fluviaux européens, forçant les défenseurs à disperser leurs ressources de manière impossible. Les royaumes anglais et francs manquaient de la capacité navale pour contre-attaquer les bases vikings ou intercepter les flottes de pillards en mer. La supériorité technique des navires vikings signifiait que les puissances européennes ne pouvaient pas contester le contrôle nordique des mers, les laissant perpétuellement dans la réaction, répondant toujours au dernier raid plutôt que de prendre des mesures offensives pour éliminer les menaces vikings à leur source. Pourquoi des guerriers poursuivant une telle stratégie voudraient-ils construire et garnir des fortifications statiques? Les châteaux étaient des structures défensives conçues pour contrôler un territoire et protéger des points fixes. La stratégie viking reposait sur la mobilité, sur la capacité d'apparaître là où les ennemis étaient faibles et de disparaître avant que les ennemis ne soient forts. Les fortifications statiques contredisaient tout ce qui rendait la guerre viking efficace. Au-delà des navires eux-mêmes, l'organisation militaire viking reflétait cette importance accordée à la flexibilité et à la mobilité. L'unité de combat fondamentale n'était pas le chevalier féodal devant un service pour des concessions de terre, mais la tribu ou le clan familial élargi, connu sous le nom d'Aeth. Les forces vikings combinaient des guerriers professionnels, le hird, des combattants d'élite ayant juré de servir un chef ou un roi, avec des fermiers conscrits qui pouvaient être appelés aux armes pour des campagnes spécifiques. Il ne s'agissait pas d'une armée permanente maintenue dans des châteaux de garnison, mais d'une force flexible qui pouvait être assemblée pour les saisons de raid et dispersée par la suite. Le roi ou le chef servait de commandant suprême, avec des jarls dirigeant des contingents de guerriers sous ses ordres, mais la structure organisationnelle restait plus fluide et adaptable que les hiérarchies féodales rigides des armées européennes. Les tactiques de combat vikings mettaient l'accent sur des formations qui pouvaient être déployées rapidement et adaptées aux circonstances. Le célèbre mur de bouclier, ou Skjaldborg en vieux norrois, impliquait des guerriers se tenant épaule contre épaule avec des boucliers étroitement superposés, formant une barrière défensive qui pouvait être utilisée soit pour tenir le terrain, soit pour avancer dans une action offensive. Lorsqu'il était attaqué de front, un mur de boucliers bien formé était extrêmement difficile à percer, créant un mur de bois, de fer et de combattants déterminés qui pouvaient résister à des assauts répétés. Les berserkers,
Des guerriers qui combattaient dans des états de fureur semblables à une transe, possiblement induits par la consommation de certaines substances, servèrent de troupes de choc déployées pour briser les formations ennemies par la férocité et l'intrépidité. D'autres formations, comme le groin de sanglier, la formation du porc et le filking, offraient des options tactiques pour différentes situations. Toutes ces tactiques mettaient de l'accent sur la mobilité sur le champ de bataille, la capacité de se former rapidement, de frapper fort et de se retirer si nécessaire. C'était une guerre basée sur la manœuvre et la flexibilité, non sur la tenue de position fixe derrière des murs épais. Le contraste avec la guerre féodale européenne ne pourrait être plus marqué. L'ensemble du système militaire féodal était centré sur les châteaux comme base d'opération. Les chevaliers devaient un service militaire aux seigneurs en échange de concessions de terre, et cette obligation était appliquée à travers le réseau de châteaux qui dominait la campagne. Les armées se rassemblaient dans les châteaux, stockaient des provisions dans les châteaux, se retiraient dans les châteaux lorsqu'elles étaient menacées, et menaient la guerre comme une série de sièges visant à capturer ou à défendre des châteaux. Le château était l'unité fondamentale de la géographie militaire dans l'Europe féodale. Les armées vikings n'avaient pas besoin de telles bases permanentes en pierre. Leurs bases étaient des ports et des camps côtiers, facilement déplaçables selon les circonstances. Leurs besoins défensifs se concentraient sur la protection des navires et des colonies côtières, non sur la création de réseaux de forteresses intérieures. Leur supériorité navale éliminait le besoin de réseaux défensifs terrestres, car qui pouvait menacer les colonies vikings quand les Vikings contrôlèrent les mers? Pourtant, la stratégie militaire seule n'explique pas entièrement l'absence de châteaux. Tout aussi important était le système économique qui façonnait la société viking et incitait à des formes d'accumulation de richesses entièrement différentes. Au IXe siècle, en Scandinavie, la richesse signifiait l'argent. Pas la terre, pas des domaines travaillés par des paysans asservis, pas des fiefs héréditaires accordés par des seigneurs à des vassaux, mais de l'argent portable, tangible, que l'on pouvait porter sur soi. Cette économie basée sur les métaux précieux pesés plutôt que sur la propriété foncière a fondamentalement façonné l'expansion viking et explique en grande partie leurs choix architecturaux. L'argent constituait l'épine dorsale de tout le système économique viking. Avec l'or dans une moindre mesure, l'argent pesé servait de principal moyen d'échange dans les transactions commerciales. Contrairement à la monnaie frappée ultérieure, l'argent viking était évalué au poids et à la pureté, plutôt qu'à l'effigie qui y était estampillée. Les dirhams d'argent arabe, des pièces de monnaie islamique, ont afflué en Scandinavie pendant l'âge des Vikings via des réseaux commerciaux à longue distance, arrivant par milliers et par dizaines de milliers. Ces pièces étaient régulièrement fondues, leur argent extrait et refondu en lingots standardisés ou façonnés en bijoux. Des milliers de pièces arabes ont été trouvées enterrées dans des trésors à travers la Scandinavie, témoignant de l'afflux massif d'argent du monde islamique. Les routes commerciales qui ont amené cet argent au nord comptaient parmi les plus étendues du monde médiéval. Les routes fluviales de la Volga et du Dniepr reliaient l'Europe du Nord à Constantinople, Jérusalem, Bagdad, la mer Caspienne et, finalement, l'extrémité de la route de la soie. Les Vikings, en particulier les Suédois connus sous le nom de Russes, qui ont donné leur nom à la Russie, ont établi des comptoirs commerciaux et ont suivi ces routes loin vers l'est. Des liens commerciaux de grande envergure s'étendaient entre l'Angleterre et le monde islamique, les Vikings servant d'intermédiaires cruciaux, apportant l'argent oriental vers l'ouest et les marchandises occidentales vers l'est. Ce commerce à longue distance n'apportait pas seulement de l'argent, mais aussi des produits de luxe d'Extrême-Orient, soie, épices, pierres précieuses et objets exotiques qui sont devenus des marqueurs de statut parmi les élites scandinaves. Toute la période de 750 à 1050 a été justement décrite comme l'âge de l'argent,
dans l'histoire scandinave, car l'acquisition d'argent a été l'un des principaux moteurs de l'expansion viking depuis la Scandinavie. Ce qui rendait l'argent si précieux pour les Vikings était sa portabilité et sa polyvalence. Un guerrier riche pouvait porter sa fortune sous forme de bracelets, de torques et de broches, affichant publiquement son statut tout en gardant sa richesse sur sa personne. L'argent était assez léger pour voyager avec, assez précieux pour représenter une richesse significative sous une forme compacte, et universellement accepté dans les réseaux commerciaux s'étendant de l'Islande à Bagdad. Les trésors d'argent, accumulation de pièces, de lingots, de bijoux et d'argent fragmenté, objets en argent découpés en morceaux pour leur poids en métal, permettaient des niveaux sans précédent d'accumulation de richesses portables. Un viking prospère pouvait enterrer un trésor pour le mettre en sécurité et revenir le récupérer, ou en faire don à ses partisans pour s'assurer leur loyauté, ou l'échanger contre des biens, des terres ou des services. L'affichage public de bijoux en argent et d'équipements de festins richement décorés d'argent communiquait le statut social d'une manière que la propriété foncière, étant immobile et invisible pour un public lointain, ne pouvait pas. L'investissement d'argent dans des navires et des armes permettait d'autres expéditions de raids et de commerce, créant un cycle auto-renforçant où la richesse permettait l'acquisition de plus de richesses. Ce système économique contrastait profondément avec l'économie féodale basée sur la terre de l'Europe médiévale. Dans la société féodale, la richesse signifiait le contrôle de la terre et des paysans qui la travaillaient. Le pouvoir d'un seigneur féodal découlait de l'excédent agricole extrait de ses domaines, du service de travail dû par les serfs et de la hiérarchie de vasselage construite sur des concessions de terre. Les châteaux étaient essentiels à ce système, en tant que manifestation physique du pouvoir foncier, les résidences fortifiées depuis lesquelles les seigneurs contrôlaient leurs domaines et percevaient leurs redevances. Les Vikings opéraient dans un cadre économique fondamentalement différent. Bien qu'ils aient certainement apprécié les bonnes terres agricoles et établi des fermes prospères, leur économie expansionniste se concentrait sur le commerce et la richesse portable, plutôt que sur la propriété foncière féodale. Cette orientation économique est visible dans les colonies que les Vikings ont établies. Les principaux centres commerciaux du monde viking étaient des carrefours commerciaux sophistiqués, sans équivalent dans l'histoire scandinave antérieure. Hedeby, situé au Danemark au carrefour des routes commerciales de la Baltique et de la mer du Nord, a prospéré du 8e au 11e siècle comme l'un des plus importants centres commerciaux d'Europe du Nord, aux côtés de Birka. Il disposait de structures portuaires sophistiquées et reliait le monde viking au grand réseau commercial européen, servant de nœud crucial où convergeaient les marchandises et les marchands de multiples régions. Birka, situé sur l'île de Björkö, dans le lac Mälaren, en Suède, servait de centre commercial et de porte d'entrée pour la Suède centrale et était considéré comme le centre commercial le plus riche de son temps. Ribe, au Danemark, présentait des plans préétablis avec des parcelles et des rues régulières, indiquant une organisation urbaine. Kaupang, en Norvège, a fonctionné jusqu'à son abandon au milieu du Xe siècle. Ces villes commerciales marquaient un changement significatif par rapport aux colonies côtières antérieures basées sur les clans, vers des centres commerciaux maritimes, structurés. Ce qui caractérisait ces villes, c'est qu'elles étaient des sites permanents de commerce et de production artisanale, non liés à des domaines royaux ou à des obligations féodales. Elles contenaient des marchés où s'échangeaient des marchandises de régions lointaines, des ateliers où des artisans produisaient des biens pour le commerce, des quais fortifiés où les navires chargeaient et déchargeaient des cargaisons, et des structures administratives qui géraient le commerce. Pourtant, elles n'étaient pas organisées autour de châteaux ou de domaines seigneuriaux. Finalement, ces premiers centres commerciaux ont cédé la place à de nouvelles villes, Oslo, Trondheim, Aarhus, Lund,
dont l'essor a coïncidé avec la centralisation politique des royaumes scandinaves. Mais tout au long de l'âge des Vikings, proprement dit, le système économique était centré sur la richesse mobile, les réseaux commerciaux de grande envergure et l'argent portable plutôt que sur les domaines féodaux terriens, nécessitant des fortifications de châteaux. La richesse des Vikings était faite pour circuler, non pour être enfermée dans des domaines fonciers immobiles. Le système économique était tout simplement incompatible avec le féodalisme basé sur les châteaux. Cette structure économique était renforcée et rendue possible par des obligations sociales et des systèmes de travail fondamentalement différents. Pour comprendre pourquoi les Vikings n'ont jamais construit de château, nous devons comprendre à quoi servaient les châteaux dans l'Europe féodale. Un château n'était pas simplement une fortification militaire, mais la résidence fortifiée d'un membre de la noblesse féodale, conçue pour protéger le noble, sa famille et ses gens. Il servait d'incarnation physique de la seigneurie sur un territoire défini, le centre à partir duquel un seigneur féodal administrait ses domaines, percevait les loyers et les impôts, rendait la justice et commandait le service militaire dû par ses vassaux. L'ensemble du système féodal était construit sur une hiérarchie d'obligations foncières. Au cœur se trouvait la relation entre seigneur et vassal. En échange du service militaire et de la loyauté, un seigneur accordait une terre, un fief, à son vassal. Ce vassal pouvait à son tour accorder des portions de sa terre à des vassaux de moindre rang, créant une pyramide d'obligations descendant du roi aux grands nobles, puis aux petits nobles et aux chevaliers. Les paysans au bas de l'échelle, qu'ils soient serfs liés à la terre ou tenanciers libres, travaillaient les domaines et devaient à la fois un loyer et un service de travail à leur seigneur. La construction de châteaux faisait partie intégrante de ce système et était rendue possible par les obligations de travail féodales. La construction d'un château médiéval en pierre était une entreprise énorme, nécessitant de vastes quantités de main-d'œuvre sur des années, voire des décennies. La majeure partie de cette main-d'œuvre provenait de paysans non qualifiés, réquisitionnés par devoir féodal, spécifiquement par le système de la corvée. La corvée désignait le travail non rémunéré que les sujets féodaux étaient tenus de fournir à leur seigneur ou au monarque. Connu sous le nom d'opera riga en terminologie juridique, il s'agissait de tâches que les serfs et les villeins étaient obligés d'accomplir chaque année, le labour et la récolte étant les principales tâches agricoles. Cependant, les serfs pouvaient être tenus de participer à des corvées pour des projets d'infrastructure, y compris la réparation des routes et la construction de châteaux, chaque fois que leur seigneur le jugeait nécessaire. Ils étaient tenus de travailler un nombre de jours spécifiés sur les terres du seigneur et sur les projets du seigneur. Et cette obligation faisait partie intégrante des relations féodales. Cette corvée fournissait la main-d'œuvre pour les grands projets de construction, y compris les programmes massifs de construction de châteaux qui ont transformé le paysage européen. L'échelle de la construction de châteaux était stupéfiante. La main-d'œuvre était de loin le coût dominant, la grande majorité des dépenses de construction allant au paiement ou à la contrainte de la main-d'œuvre nécessaire pour ces projets massifs. Les grands châteaux nécessitaient un nombre énorme de travailleurs. Lorsqu'Édouard Ier d'Angleterre a construit le château de Harlech au pays de Galles en 1286, la main-d'œuvre comprenait 546 ouvriers généraux, 115 carriers, 30 forgerons, 22 charpentiers et 227 tailleurs de pierre, tous travaillant simultanément. Ce seul projet a employé un total d'environ 3000 travailleurs, y compris divers spécialistes, charpentiers, maçons, terrassiers, carriers et forgerons, tous coordonnés par un maître d'œuvre qui dirigeait les travaux. La construction prenait généralement de 2 à 10 ans, bien que certains projets se soient prolongés beaucoup plus longtemps en fonction du financement et de la complexité. Les coûts étaient immenses pour les normes médiévales,
Un château moyen coûtait entre 1400 et 7000 livres, avec des éléments individuels comme une porterie coûtant 10 livres, une tour environ 300 livres et une chapelle dans l'enceinte du château environ 100 livres. Édouard Ier a dépensé environ 100 000 livres pour son programme de construction de châteaux gallois, une dépense qui a failli mettre les trésors royaux en faillite. Henri II, dont le revenu annuel était d'environ 20 000 livres par an, a dépensé 6 440 livres pour rénover le château de Douvres tout au long des années 1180, plus d'un quart de ses revenus annuels, pour une seule forteresse. L'évolution architecturale des châteaux reflétait le raffinement de l'architecture militaire féodale. La conception concentrique qui a émergé au milieu des années 1200 a créé un château dans un château, avec 2 anneaux indépendants de courtine, le mur intérieur étant toujours construit plus haut que l'extérieur pour donner aux archers du mur intérieur des points de vue pour tirer par-dessus les défenses extérieures. Le premier exemple de cette conception fut le château de Caerphilly, au pays de Galles, construit vers 1270, tandis que le château de Beaumaris, commencé en 1295, représentait l'expression la plus sophistiquée de la conception concentrique, bien qu'il n'ait jamais été achevé. Les porteries ont évolué de simples portes à des forteresses défensives complexes à part entière, dotées de herses, de ponts-levis, d'archères et de trous d'assommoir, des machicoulis ou des trous dans les créneaux en saillie à travers lesquels les défenseurs pouvaient laisser tomber des projectiles ou verser des liquides brûlants sur les attaquants en contrebas. Le donjon, à l'origine une haute tour de pierre qui servait de résidence aux seigneurs et de dernière ligne de défense, formait le cœur des châteaux antérieurs, bien que les conceptions concentriques ultérieures aient rendu le donjon traditionnel inutile. Les tours circulaires ont remplacé les tours carrées antérieures aux angles des murs, dépassant souvent vers l'extérieur et comportant des archères à chaque niveau pour fournir des champs de tir superposés. À la fin du XIIIe siècle, les conceptions concentriques étaient pratiquement imprenables, et la seule option viable pour un attaquant était un siège prolongé visant à affamer les défenseurs jusqu'à la soumission. La société viking n'avait aucune des structures sociales qui rendaient ce système possible ou nécessaire. Les Vikings ne pratiquaient pas la féodalité. La terre n'était pas accordée en échange d'un service militaire de la manière systématique qui définissait le féodalisme européen. Les chefs maintenaient leur pouvoir non pas par des concessions de terres héréditaires imposées par des obligations légales, mais par la réputation, le succès au combat et leur capacité à attirer et à retenir des guerriers loyaux par la générosité et le leadership. Les partisans choisissaient quel chef servir en fonction des prouesses de ce leader et de ses perspectives de gloire et de butin. C'était un système plus fluide, fondé sur le mérite, où l'allégeance pouvait changer et le pouvoir devait être continuellement regagné. Il n'y avait pas de domaine foncier héréditaire nécessitant une fortification au sens féodal, pas de cour seigneuriale rendant la justice à des paysans asservis, pas de système de corvée systématique qui pouvait être commandé pour des projets de construction de plusieurs années. Les fermiers libres qui constituaient la majeure partie de la société viking, les carls, étaient véritablement libres d'une manière que les serfs européens n'étaient pas. Ils possédaient leurs propres terres, participaient aux assemblées du Thing, où ils avaient une voix réelle dans les décisions communautaires et ne devaient aucun service de travail obligatoire au-delà de ce qu'ils acceptaient de fournir. Sans un système d'obligation féodale, il n'y avait aucun mécanisme pour contraindre les forces de travail massives que la construction de châteaux exigeait. Les chefs vikings pouvaient rallier des guerriers pour des expéditions de raids par la promesse de butin et de gloire, mais ils ne pouvaient pas ordonner à des centaines de fermiers de passer des années à transporter de la pierre et à creuser des fossés pour une fortification. La structure sociale ne le permettait tout simplement pas. De plus, les chefs vikings n'avaient pas besoin de châteaux comme symbole de contrôle territorial,
parce qu'ils n'exerçaient pas le pouvoir de cette manière. Leur autorité venait de leur commandement de guerriers, de leur succès au combat et dans le commerce, et de leur réputation personnelle, non du contrôle héréditaire de domaines fonciers travaillés par des paysans asservis. L'incompatibilité de la construction de châteaux avec l'organisation sociale viking était totale. Le contraste devient encore plus frappant lorsque nous examinons ce qui s'est passé immédiatement après la fin de l'âge des Vikings, lorsque les descendants des Vikings ont adopté avec enthousiasme la construction de châteaux après s'être transformés en Normands féodaux. Le 28 septembre 1066, le duc Guillaume de Normandie débarqua à Pevensey, sur la côte sud de l'Angleterre, avec une force d'invasion de chevaliers, d'archers et de fantassins normands. Son premier geste en débarquant ne fut pas de marcher vers l'intérieur des terres, mais de construire un château. Avant même que son armée ne soit complètement débarquée, la construction d'une fortification commença à Pevensey. Quelques jours plus tard, Guillaume ordonna la construction d'un autre château à Hastings, et cette forteresse fut achevée avant même la bataille fatidique qui allait décider du sort de l'Angleterre. Ce recours immédiat à la construction de châteaux n'était pas un hasard. Guillaume comprenait que les châteaux étaient la clé pour conquérir et tenir un territoire, et il se lança dans ce qui devint le programme de construction de châteaux le plus intensif de l'histoire de l'Europe médiévale. Au cours des 20 premières années après la conquête, jusqu'à 500 mottes castrales s'élevèrent à travers l'Angleterre. À la mort de Guillaume, en 1087, au moins 84 châteaux normands avaient été construits. Au cours des 150 années suivantes, environ 1000 châteaux furent construits en Angleterre et au pays de Galles, transformant le paysage et imposant la domination militaire normande sur chaque région. La logique stratégique était claire. Les châteaux contrôlaient le territoire. Environ 2/3 de ces fortifications furent construites dans des villes et des cités, souvent à des endroits où d'anciens ateliers de frappe de monnaie anglo-saxons avaient fonctionné. Car Guillaume comprenait que le contrôle des centres urbains et des carrefours économiques était crucial pour consolider le pouvoir. Le programme de construction de châteaux se concentra sur la domination des villes, des cités et des lignes de communication. Routes, traversées de rivières et points de passage stratégiques. Là où des châteaux s'élevaient, le contrôle normand suivait. L'impact sur les communautés anglaises fut dévastateur. À Lincoln, 166 maisons furent détruites pour faire place à un château. À Norwich, 113 maisons furent démolies. À Cambridge, 27 maisons furent rasées. Il ne s'agissait pas de fortifications défensives construites pour protéger les communautés existantes, mais d'instruments de conquête et d'occupation, des manifestations physiques de la domination normande construites avec une efficacité brutale aux dépens de la population conquise. La conception qui a permis cette expansion rapide était la motte castrale, une fortification qui pouvait être construite rapidement tout en restant efficace pour contrôler un territoire. La méthode de construction consistait à entasser de la terre pour former un grand monticule. La motte, qui supportait une tour en bois. À côté de la motte, une zone close plus large, appelée la basse-cour, était entourée d'un fossé et d'un talus, créant une zone protégée où les troupes pouvaient être stationnées, les provisions stockées et les fonctions administratives exercées. La structure entière pouvait être érigée en quelques semaines ou mois, beaucoup plus rapidement que les fortifications en pierre, ce qui la rendait idéale pour les besoins immédiats de la conquête. Ces châteaux en bois étaient temporaires, dans le sens où ils étaient destinés à être remplacés par de la pierre une fois le contrôle normand assuré, mais ils étaient très efficaces dans les premières années cruciales où Guillaume et ses barons soumettaient la résistance anglo-saxonne. La transition du bois à la pierre a commencé au début du XIIe siècle, progressant d'abord lentement avant de s'accélérer dans la seconde moitié du siècle. La construction en pierre nécessitait des ressources
que seuls les nobles plus riches et de rang supérieur pouvaient se permettre, car les châteaux en pierre exigeaient des maçons qualifiés, des quantités massives de pierres de carrière et des années d'investissement en travail soutenu. Pourtant, le prestige et les avantages militaires de la pierre étaient indéniables. Les murs de pierre étaient beaucoup plus résistants au feu, aux coups de bélier et à la sape que les palissades en bois. Les tours de pierre pouvaient être construites beaucoup plus haut que les structures en bois, offrant des vues dominantes et des positions défensives supérieures. Les châteaux en pierre communiquaient la permanence et le pouvoir d'une manière que les fortifications en bois ne pouvaient pas. À mesure que la richesse des seigneurs normands augmentait grâce à leur contrôle des domaines anglais, de plus en plus de châteaux en bois furent reconstruits en pierre, créant les formidables forteresses qui parsèment encore aujourd'hui le paysage anglais et gallois. La propagation de l'architecture des châteaux à travers l'Europe a coïncidé précisément avec la propagation du féodalisme. Les châteaux ont proliféré dans le nord de l'Europe à partir du Xe siècle, se propageant de la Normandie et de l'Anjou au Saint-Empire romain germanique et aux Pays-Bas au cours du XIe siècle. Les Normands ont construit des châteaux non seulement en Angleterre, mais dans toutes leurs conquêtes, dans le sud de l'Italie, en Sicile, en Irlande et dans les États croisés de Terre Sainte. Partout où les chevaliers normands et plus tard français sont allés, les châteaux ont suivi, car le château et la féodalité étaient indissociables. L'évolution de la conception des châteaux a coïncidé avec le plein épanouissement du système féodal, et les châteaux ont joué un rôle crucial dans l'histoire européenne pendant plusieurs siècles. Ils étaient les éléments constitutifs du pouvoir féodal, les nœuds autour desquels s'organisait l'économie agricole et les obligations militaires de la féodalité. L'ironie est profonde. Les Normands qui ont construit ces châteaux étaient eux-mêmes des descendants de Vikings. Le mot même de « Normand » signifie « homme du Nord ». Les Normands étaient des Vikings qui s'étaient installés dans le nord de la France au début du Xe siècle, recevant des terres du roi de France en échange de la cessation de leurs raids. En quelques générations, ces colons scandinaves avaient pleinement adopté la culture féodale franque, se convertissant au christianisme, adoptant la langue française et embrassant la construction de châteaux comme un élément essentiel de leur pouvoir. Ce qui a changé, ce ne sont pas les gens. Génétiquement, les Normands étaient aussi vikings que n'importe quel Danois ou Norvégien, mais le système social, économique et politique dans lequel ils vivaient. Une fois que les Vikings se sont intégrés au système féodal, ils ont construit des châteaux avec autant d'enthousiasme que n'importe quel seigneur français ou anglais. Cette transformation démontre que le refus des Vikings de construire des châteaux n'était pas de l'entêtement culturel ou une incapacité technologique, mais une réponse rationnelle à leurs propres circonstances sociales et stratégiques. Lorsque ces circonstances ont changé, l'architecture viking a changé aussi. La question demeure, qu'est-ce qui a causé cette transformation fondamentale? La réponse réside dans la christianisation de la Scandinavie et la fin de l'âge des Vikings lui-même. La christianisation de la Scandinavie, qui s'est déroulée progressivement du IXe au XIIe siècle, a apporté bien plus qu'un changement religieux. Elle a apporté la technologie, les traditions architecturales et, finalement, les structures sociales de l'Europe continentale, qui ont rendu la construction de châteaux en pierre possible et souhaitable. Le Danemark fut le premier royaume scandinave à embrasser officiellement le christianisme, avec Harald à la dent bleue, le même roi qui a construit les forteresses circulaires, déclarant sa conversion vers 965 de notre ère et la proclamant sur les grandes pierres de Jelling, qui se dressent encore comme des monuments de cette transformation cruciale. La conversion des rois scandinaves s'est accélérée entre 960 et 1020, bien que la christianisation de la population générale se soit déroulée plus lentement et de manière inégale. La Suède fut le dernier royaume scandinave à se convertir entièrement,
les pratiques païennes persistant dans certaines régions bien après le début du XIIe siècle. L'établissement d'archidiocèses, des provinces ecclésiastiques relevant directement du pape, a marqué la consolidation institutionnelle du christianisme. Le Danemark a reçu son archidiocèse en 1104, la Norvège en 1152, avec l'établissement de Nidaros, Trondheim, comme siège archiépiscopal avec une grande cathédrale commencée en 1070 comme sanctuaire pour saint Olaf, et la Suède en 1164. Avec le christianisme est venue l'architecture de pierre. La coïncidence n'était pas accidentelle. La technologie et les connaissances requises pour la construction de grands bâtiments en pierre sont arrivées en Scandinavie avec les missionnaires chrétiens et l'influence de l'Europe continentale. La construction en pierre pour les édifices ecclésiastiques a commencé sérieusement à partir de la fin du XIe siècle, à mesure que le christianisme consolidait son emprise sur la société scandinave. Cela représentait une rupture nette avec la tradition prédominante de la construction en bois qui avait caractérisé les bâtiments de l'ère viking. La nouvelle architecture de pierre était fortement influencée par les styles romans de l'Europe continentale, avec des arcs en plein cintre, une maçonnerie robuste et une échelle monumentale. L'institutionnalisation du christianisme a été le moteur de cette transformation architecturale. L'Église désirait des structures durables, résistantes au feu, qui symboliseraient la permanence et la nature éternelle de la foi chrétienne, contrastant délibérément avec les temples en bois éphémères du paganisme. Le Danemark a connu la prolifération la plus spectaculaire de constructions d'églises en pierre. Après 1100, les églises en pierre se sont rapidement répandues sur les territoires danois, et en 1250, plus de 2000 avaient été construites, dont environ 1500 sont encore debout aujourd'hui. Celles-ci présentaient les arcs en plein cintre et la maçonnerie robuste caractéristique du style roman, adaptée aux ressources locales de granit et de calcaire. La Norvège a suivi une voie quelque peu différente, l'architecture de pierre apparaissant mais restant secondaire par rapport à la tradition continue de la construction élaborée en bois. Les célèbres églises en bois debout de Norvège, des structures en bois sophistiquées avec une construction à poteaux et poutres et une décoration sculptée complexe, étaient plus de 1000 construites entre le XIe et le XIVe siècle, dont 28 survivent à ce jour. Cet accent continu sur l'architecture ecclésiastique en bois reflétait les abondantes ressources en bois de la Norvège et l'adaptation nécessaire à un terrain escarpé et boisé où le transport de la pierre était beaucoup plus difficile que dans le Danemark plus plat. La transition culturelle accompagnant la christianisation fut complexe et souvent syncrétique, les frontières entre affiliations religieuses et pratiques culturelles restant floues pendant des générations. De nombreux convertis ont continué à utiliser des symboles, des motifs et des pratiques traditionnelles associés à leur passé païen, intégrant des éléments culturels chrétiens et pré-chrétiens, de manière à créer des formes de christianisme typiquement scandinaves. Pourtant, la transformation fut réelle et profonde. Au milieu du XIe siècle, l'âge des Vikings touchait à sa fin, défini non seulement par un changement religieux, mais aussi par des modifications fondamentales de l'organisation politique, des priorités économiques et des pratiques militaires. La date traditionnellement retenue pour la fin de l'âge des Vikings est 1066, plus précisément à la bataille de Stamford Bridge, le 25 septembre 1066, où le roi norvégien Harald Hardrada mourut en tentant de conquérir l'Angleterre, mettant fin à la dernière grande invasion viking. Le Moyen Âge proprement dit a généralement commencé pour la Scandinavie vers 1050 à 1100, bien que les dates exactes varient selon les pays. Plusieurs facteurs ont défini la fin de l'âge des Vikings et la transformation de la société scandinave. Le passage de la foi païenne au christianisme fut fondamental,
amenant la Scandinavie dans l'orbite culturelle et religieuse de l'Europe chrétienne. La cessation des activités de raids vikings, les expéditions annuelles qui avaient terrorisé les côtes européennes pendant des siècles, marqua un autre changement crucial. Les structures sociales se sont réformées à mesure que l'ancien ordre scandinave de chefs concurrents a cédé la place à des formes qui imitaient les royaumes du continent européen. Au Xe siècle, des royaumes centralisés émergeaient au Danemark, en Norvège et en Suède, avec des rois comme Harald à la dent bleue et Olaf II Haraldsson, jouant des rôles essentiels dans l'unification des territoires sous l'autorité royale. Ces monarques centralisateurs ont limité l'autonomie des chefs régionaux, réduisant leur pouvoir d'agir indépendamment et donc réduisant les incitations et les opportunités de raid. Les royaumes distincts ont acquis des identités distinctes en tant que nation, un processus qui est allé de pair avec la christianisation. Au milieu des années 1150, le Danemark, la Norvège et la Suède étaient tous clairement sur la voie de l'intégration dans une Europe chrétienne plus large. Lorsque les Scandinaves ont finalement construit des châteaux à la période médiévale tardive, ce fut dans le cadre de cette intégration aux systèmes féodaux européens. Les châteaux scandinaves médiévaux ressemblaient à ceux construits ailleurs en Europe, érigés selon des principes similaires et servant des fonctions similaires en tant que siège du pouvoir royal ou noble au sein de structures sociales de plus en plus féodalisées. La transformation était complète. La société décentralisée de chefs qui n'avaient aucune utilité pour les châteaux avait évolué vers des royaumes centralisés qui ont adopté la construction de châteaux comme un outil de l'autorité royale. La fin de l'âge des Vikings a marqué le début d'un Moyen Âge relativement bref pour les Scandinaves, après quoi ils se développeraient pour devenir les royaumes distinctifs et finalement les États-nations du début de la période moderne. Ce que les Vikings ont construit et ce qu'ils ont choisi de ne pas construire reflétait un monde. Ce que les Scandinaves médiévaux ont construit après eux en reflétait un fondamentalement différent. L'histoire expliquant pourquoi les Vikings ont refusé de construire des châteaux est finalement une histoire de choix, des choix stratégiques, sociaux et culturels qui reflétaient une compréhension cohérente et sophistiquée de la manière de projeter le pouvoir et d'accumuler la richesse dans leur contexte spécifique. Les Vikings ne manquaient pas de la capacité d'ingénierie pour construire des fortifications impressionnantes. La précision géométrique des forteresses circulaires, la navigabilité des dracars capables de traverser l'Atlantique et le savoir-faire évident dans tout, des poteaux de maisons sculptés aux bijoux complexes, démontrent tous une sophistication technique remarquable. Ce qui leur manquait, c'était une raison de construire des châteaux, car les châteaux étaient des solutions à des problèmes que les Vikings n'avaient pas, des outils pour exercer des formes de pouvoir que les Vikings ne cherchaient pas. Considérez les facteurs interconnectés qui ont façonné les choix architecturaux des Vikings. Leur société était décentralisée, organisée autour de chefs concurrents plutôt que de hiérarchie féodale, éliminant le besoin de châteaux comme siège de seigneuries héréditaires sur des domaines fonciers. Leur stratégie de guerre mettait l'accent sur la mobilité maritime, les frappes rapides et la capacité d'apparaître de manière inattendue le long de milliers de kilomètres de côtes, rendant les fortifications statiques non seulement inutiles, mais contre-productives. Leur économie était centrée sur la richesse portable, l'argent acquis par le commerce et le tribut, plutôt que sur l'excédent agricole foncier extrait de paysans asservis, supprimant la base économique sur laquelle reposait le féodalisme des châteaux. Leur tradition de construction utilisait les abondantes ressources en bois des forêts scandinaves, avec des générations d'artisans perfectionnant les techniques de travail du bois plutôt que la maçonnerie en pierre. Il manquait des obligations féodales et des systèmes de corvées qui fournissaient la main-d'œuvre massive que la construction de châteaux médiévaux exigeait. Leur géographie de fjords, de forêts et de côtes accidentées créait des exigences défensives différentes des plaines ouvertes de la France ou de l'Angleterre.
Tous ces facteurs se renforçaient mutuellement, créant un système social où les châteaux n'avaient aucun sens. Les Vikings n'ont pas refusé les châteaux au sens où ils auraient rejeté une option connue. Ils ont simplement poursuivi des stratégies différentes vers des objectifs différents par des moyens différents. Lorsque les descendants des Vikings, les Normands, se sont intégrés à la société féodale européenne, ils ont construit des châteaux avec autant d'enthousiasme que n'importe qui, démontrant que la différence n'a jamais été une question de capacité ou de potentiel culturel, mais de systèmes sociaux au sein desquels les gens opéraient. Les châteaux étaient la solution à la configuration spécifique des problèmes du féodalisme médiéval européen autour du contrôle territorial, de l'extraction de l'excédent agricole et des obligations militaires hiérarchiques. Les Vikings avaient des problèmes différents et ont trouvé des solutions différentes. En regardant rétrospectivement d'un point de vue moderne, l'approche viking de la projection de puissance offre des leçons qui restent pertinentes. Nous supposons souvent que certaines technologies ou structures sont intrinsèquement supérieures ou représentent des étapes inévitables du développement. L'histoire des châteaux en Europe peut sembler être une marche directe vers des fortifications plus sophistiquées, la construction de châteaux représentant un progrès civilisationnel. Pourtant, les Vikings nous rappellent que des sociétés sophistiquées peuvent arriver à des conclusions différentes sur les technologies qui méritent d'être investies. Ils ont investi leur génie de l'ingénierie dans des navires capables de traverser les océans et de naviguer sur les fleuves, plutôt que dans des tours de pierre dominant les collines. Ils ont choisi la mobilité plutôt que la défense statique, la richesse portable plutôt que les domaines fonciers, la réputation personnelle plutôt que la seigneurie héréditaire. Ce n'étaient pas des choix primitifs, mais des choix stratégiques, et ils se sont avérés remarquablement efficaces pendant des siècles. Lorsque nous regardons cette histoire avec les yeux d'aujourd'hui, nous pourrions réfléchir à la manière dont nos propres sociétés allouent leurs ressources et leur expertise. Investissons-nous dans la mobilité ou la fortification, dans la flexibilité ou la permanence, dans les réseaux ou les nœuds? Les choix stratégiques des Vikings ont permis leur expansion à travers l'Europe et l'Atlantique Nord, établissant des colonies du Groenland à la Sicile, de l'Islande au territoire de la Russe, qui deviendrait la Russie. Leur refus de construire des châteaux ne les a pas empêchés de devenir l'une des forces les plus influentes qui ont façonné l'histoire de l'Europe médiévale. Ce n'est que lorsque leur structure sociale s'est transformée, lorsque la Scandinavie s'est christianisée, centralisée et intégrée au féodalisme européen, que les châteaux se sont finalement élevés dans le nord. Et à ce moment-là, l'âge des Vikings était terminé. La transformation des choix architecturaux des Vikings marque l'une des grandes transitions culturelles de l'histoire, un rappel que la façon dont nous construisons reflète qui nous sommes et ce que nous valorisons. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des raisons pour lesquelles les Vikings ont refusé de construire des châteaux. J'espère que ce voyage à travers la société, l'économie et la stratégie militaire des Vikings a révélé non seulement des faits historiques, mais aussi des schémas plus profonds sur la façon dont les sociétés s'organisent et projettent leur pouvoir. Les Vikings restent fascinants précisément parce qu'ils ont emprunté des chemins si différents de leurs contemporains européens, tout en connaissant un succès si remarquable. Leur histoire nous met au défi de remettre en question les idées reçues sur ce qui constitue le progrès et de reconnaître que des civilisations sophistiquées peuvent poursuivre des stratégies très différentes vers des objectifs similaires. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire des Vikings et des raisons cachées derrière leurs choix architecturaux, je serais ravi que vous laissiez un j'aime sur cette vidéo et que vous vous abonniez pour plus d'analyses approfondies de l'histoire médiévale et des forces qui ont façonné notre monde. Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'apprécie toujours d'entendre différents points de vue sur ces questions historiques. D'ici la prochaine fois, merci d'avoir regardé.